Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 108. On vous parle du magnésium qui cristallise dans un réseau hexagonal compact, décrit par le dessin qui est ici. Donc il n'y a pas d'interrogation, mais c'est cette figure-là. Alors, cet exercice est à des années-lumière du programme actuel de MPSI, qui a priori ne traite que des structures cubiques. Il a juste uniquement pour but de vous montrer ce qui se passe quand on a une structure qui est non cubique. En fait, la grosse difficulté de cet exercice, majoritairement, c'est la géométrie, puisque globalement, en fait, on a beaucoup plus de difficultés à traiter le problème géométriquement que dans le cas d'un cube où, grosso modo, le volume, tout ça, sont faciles à avoir. Donc, l'idée, l'énoncé est très guidé. Et en fait, la question la plus difficile, c'est la question 1, globalement, sur laquelle on va devoir faire de la géométrie. Donc, on va utiliser toute cette question 1 pour reprendre un peu nos diverses choses. Donc, la maille ici est en version éclatée, mais en fait, il faut bien comprendre que cette maille-là est constituée de la façon suivante. Vous avez en fait trois atomes jointifs, ici, 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 d'accord, qui forment une structure compacte. C'est ces trois atomes-là. D'accord. Donc, par exemple, celui-là, ça va être celui-là, celui-là, ça va être celui-là, et celui-là, ça va être celui-là. Voilà. Donc, en fait, ces trois atomes sont tous en contact, et donc ils forment, enfin leur centre en tout cas, forme un triangle équilatéral, qui est représenté donc sur cette figure ici. Ensuite, l'atome au-dessus, celui-là, là, va venir se poser au milieu comme ça. Et donc, il est également jointif des trois atomes qui sont en dessous. On crée en fait une espèce de tétraèdre, une pyramide à base triangle dans ces histoires-là. Et donc, c'est comme ça qu'on crée des structures compactes. C'est un empilement relativement standard de boules. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, même si sur le dessin, ça ne se voit pas parce qu'il est représenté en éclaté, la distance qu'il y a ici, c'est également A, à l'instar de cette distance-là. Donc ça, c'est une première chose à voir. Ça, c'est un énorme problème de la représentation des structures cristallines de manière très générale. C'est qu'on les représente de façon éclatée, juste pour voir quelque chose, et que très souvent, ça donne une idée assez fausse de ce qui se passe en vrai, en particulier des conditions de contact. Alors l'idée est la chose suivante, on vous demande de prouver que D, alors là ici c'est le triangle basal, là, D c'est cette hauteur-là, vaut donc A racine de 3 sur 3. Donc ce triangle-là est un triangle équilatéral. D'accord. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est d'évaluer cette hauteur-là, que je vais appeler H. Et en fait, ça c'est extrêmement simple, puisque ce triangle-là ici, alors je vais essayer de faire un truc un peu moins dégueulasse, ça serait pas mal quand même. Voilà. Hop, 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 et hop, voilà. Ce truc-là ici, et en fait, comme c'est un triangle équilatéral, par définition historique du degré, et bien en fait, cet angle-là fait 60 degrés. Ça, c'est H. Et ce triangle est rectangle, puisque, alors comme on a un triangle équilatéral, je fais un petit rappel, en tout cas on n'a pas trop de prise de tête, surtout dans l'autre sens, sur les rappels de collège qui sont peut-être un peu loin, il s'avère que comme c'est un triangle équilatéral, cette droite-là est à la fois la hauteur, la médiatrice, la médiane et la bisectrice de cet angle, donc il n'y a aucune forme de problème, on ne se pose pas de questions, et on sait que donc ces droites-là sont concurrentes en un point, que ça fait un angle droit, tout ça, ça se passe bien. Donc là, on a un magnifique triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut A, et donc en fait, il est extrêmement simple de se rendre compte que H, c'est A multiplié par le sinus de 60 degrés. Donc ça fait tout simplement A racine de 3 sur 2, puisqu'on connaît ces valeurs de trigonométrique par cœur, et donc sinus 60, ça fait racine de 3 sur 2. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas tout à fait ça, mais c'est en fait la hauteur D, qui est en fait le centre de gravité du triangle, tout simplement parce qu'en fait c'est le projeteur orthogonal de ce truc-là qui est au-dessus, et qui est en fait équidistant de ça, de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Donc c'est le centre de gravité. Et vos souvenirs de collège vous racontent en fait que D, c'est tout simplement égal aux 2 tiers de la hauteur H. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas très compliqué. D, c'est les 2 tiers de H, et donc c'est A racine de 3 sur 3. Et c'est terminé, c'est exactement le résultat qu'on vous demandait de montrer, en tout cas dans la première partie de la question numéro 1. Donc on a ça, je vais le noter quelque part, même s'il est écrit dans l'énoncé de toute façon. Voilà, je vais me faire un peu de place. Et on va essayer ensuite de passer dans la dimension supérieure, c'est-à-dire en hauteur. Et on vous demande de montrer que C, donc C c'est la hauteur totale de la maille en fait, c'est égal à ce truc-là. Alors déjà on se rend compte d'un truc simple, c'est que cet atome-là a exactement la même structure avec les trois atomes qui sont au-dessus. Et donc en gros en fait la hauteur L, qui est représentée sur le schéma ici, c'est tout simplement C sur 2. Ça c'est la première étape. Donc c'est C2L, et donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'évaluer L.
Alors en fait, l'astuce ici, c'est de se rendre compte que ça là, quick, cet objet-là, comme H est le projeteur orthogonal de l'atome situé à la hauteur L égale C sur 2, donc ça, ce sens, le résultat a été écrit, ça c'est un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle, je vais le représenter ici. D'accord. On va voir un peu quels sont ses côtés. Il est rectangle ici en H. Ça, c'est L, c'est le côté qui nous intéresse. L'hypoténuse, c'est petit a. On ne connaît pas l'angle, mais par contre, cette longueur-là, en fait, c'est tout simplement celle qu'on a calculée, parce qu'en fait, c'est cette distance-là. Ça, là, c'est la distance qui est ici. Et donc, c'est tout simplement, en fait, le petit d qu'on a calculé tout à l'heure. Une fois qu'on a raconté ça, Pythagore va nous donner L, puisqu'en fait, L, c'est tout simplement en fait la racine carrée de a carré moins d carré. Donc là, c'est pas extrêmement compliqué, c'est la racine carrée de a carré moins a carré multiplié par 3,5. 3 quarts, pardon, je ne sais pas compter moi. Et donc en gros, on peut factoriser a, d'une part. Et ensuite, ça ne va pas, qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise. C'était racine de... Oui, parce que j'ai mal recopié, c'est racine de 3 sur 3. Donc je raconte rien, donc là c'est 9, pardon, autant pour moi. Et donc ensuite, c'est pas extrêmement compliqué. Donc a carré, racine de 3 neuvièmes, c'est tout simplement un tiers. Donc ça fait a racine de 1 moins 1 tiers. Et donc ça fait a racine de 2 tiers pour L. Et donc pour C, ce qui est le double de L, c'est bien effectivement 2A racine de 2 tiers sans aucune forme de problème. Voilà. Si je continue à faire mes 3 comme mes 2, ça n'a pas marché. D'accord. Donc ça c'est bien un 3 aussi. Et ça évitera les bêtises ultérieures. Une fois qu'on a fait cette partie géométrique, en fait, on a fait le plus dur du problème, puisqu'après tout le reste, c'est des questions de cristallographie extrêmement standard. Donc on y va, on vous demande de déterminer la masse volumique du magnésium. Donc là, même punition, même motif, la masse volumique, c'est le nombre d'atomes par maille, donc on va le compter. On a 8 atomes au sommet qui comptent pour 1 huitième, donc ça fait 8 fois 1 huitième, plus celui qui est au centre, 1, et donc ça fait tout simplement 2 atomes par maille. Ça, c'est la population complète en magnésium, donc 2. Multiplié par la masse molaire du magnésium, voilà, sans aucune forme de problème, divisé par le nombre d'Avogadro, puisque ce qui nous intéresse, c'est pas la masse d'une mole de magnésium, mais d'un atome de magnésium, et multiplié par le volume de la maille. Et là, il faut vraiment se méfier. En fait, on a une formule pour ça. Je vous rappelle que le volume d'une maille quelconque, c'est le produit mixte entre les trois vecteurs. Donc ici, en fait, on va juste représenter le volume de base. Ici, on a 60 degrés. Là, on a A, on a A, on a C. Et donc, le volume de la maille, c'est tout simplement égal à A carré fois C fois le sinus de 60 degrés. Et donc, en fait, c'est tout simplement égal à A carré C racine de 3 sur 2. Si on remplace C par son expression, on voit que les deux se simplifient, que les racines de 3 se simplifient, et donc on trouve tout simplement A cube racine de 2, ce qui est un résultat assez rigolo par ailleurs. Voilà. Donc une fois qu'on a raconté ça, il suffit tout simplement de tout remplacer. Donc ça c'est 2 fois, alors la masse du magnésium, la masse molaire du magnésium, pardon, c'est 24,3 10 puissance moins 3 kg mol moins 1. Le nombre d'Avogadro, c'est toujours 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Qu'est-ce qui manque? Et le volume de la maille, c'est tout simple. Donc j'ai un racine de 2 qui se promène ici, et sinon j'ai un A cube, donc A égale B égale 0,3 120 nanomètres. Donc je vais écrire 320 10 puissance moins 12, je le mets en picomètre. Le tout au cube, et ça sera en mètres cubes, ici. Donc, avant de se jeter sur la calculatrice, comme d'habitude, on vérifie que tout se passe bien. On va avoir les moles qui s'en vont et on va avoir des kilogrammes par mètre cube. Le magnésium, c'est un métal assez léger. Donc on s'attend à quelque chose de relativement proche de 1000 kg par mètre cube. Je ne suis pas sûr si c'est un métal qui flotte. Le sodium flotte, je sais, le magnésium, je ne me souviens plus trop. Donc grosso modo, on s'attend à quelque chose de l'ordre de grandeur de 1000 kg par mètre cube à peu près. On va faire le calcul, c'est toujours mieux de prévoir avant ce qui se passe. Et on y va, donc 2 fois 24,3 10 moins 3. Le tout divisé par 6,02
exposant 23, multiplié par racine de 2, qu'on n'oublie pas, et multiplié par 320, si je ne me suis pas trompé, exposant moins 12, le tout au cube. Et on trouve 1742, donc non, le magnésium, ça coule. Voilà, ça au moins, on le voit. Ça, c'est 1742 kg par mètre cube. Voilà. Si j'ai pas fait d'erreur dans mon calcul, ça a l'air tout à fait propre. Donc on trouve, c'est ça, 1742 mètres cubes. Donc c'est un métal qui est quand même relativement léger. Hein. Je vous rappelle que l'or par exemple, ou le plomb, enfin voilà, c'est de l'ordre de 10 000 kg par mètre cube, donc c'est beaucoup plus élevé. Mais en tout cas, on trouve ça. Voilà, donc ça c'est terminé pour cette question. Dans cette structure, on vous demande quelle est la relation entre le rayon des atomes et A. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement simple, tout simplement parce qu'en fait, si on a bien compris la structure, on sait que les deux atomes ici, là, sont en contact, d'accord. Et donc leurs centres sont séparés de 2A. Donc, bon, j'arrive plus à effacer ce que j'ai fait, si c'est bon. Voilà. Leurs centres sont séparés de 2A, et donc en fait, la réponse est tout simple, c'est tout simplement que 2R, c'est égal à A. Voilà, ça c'est hyper simple. Pour la question 3, c'est terminé. Et pour la question 4, on vous demande de trouver la compacité de cette maille et en justifier l'appellation compacte. Alors la compacité, c'est pas très compliqué, c'est le volume des atomes divisé par le volume de la maille. Le volume de la maille, on a déjà trouvé tout à l'heure, vous voyez, c'était A cube multiplié par racine de 2. C'est ce qu'on a écrit ici. Et le volume des atomes, c'est pas très compliqué, c'est le nombre d'atomes multiplié par 4 tiers de pi fois R cube. Voilà. Donc grosso modo, je vais essayer de simplifier un peu ça. J'ai un 8 en haut, j'ai un 3, j'ai un pi ici, j'ai un racine de 3 là. Et j'ai un r cube sur a cube, et en fait, r, ça vaut tout simplement a sur 2. Donc grosso modo, en fait, je vais avoir un a cube sur 8 divisé par a cube. Donc les a cubes vont simplifier, les 8 aussi. Ici, c'est un racine de 2 et pas un racine de 3. Je fais plein d'erreurs de recopiage. Mais c'est pas grave, là j'ai fini. Donc là on trouve pi sur 3 racines de 2. Et en fait, pi sur 3 racines de 2, si vous vous souvenez bien, si vous avez envie de l'encadrer, vous pouvez écrire ça. Voilà. Et pi sur 3 racines de 2, si on se souvient bien, c'est la compacité des structures compactes. Et ça vaut à peu près 0,74. Et donc en fait, on retrouve le fait que cet assemblage est un assemblage compact, ce qui est quand même relativement clair si on a compris comment les structures compactes fonctionnent. C'est-à-dire en gros, on met des boules jointives comme ça en base, puis on rajoute des boules au-dessus, puis on rajoute un plan pareil au-dessus. Et donc on a vraiment une structure compacte. En fait, c'est l'autre structure compacte par rapport à celle qui est enseignée en cours, qui est la structure du cubique face centré. Ceci répond à la dernière question et termine donc l'exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.